Du coup, bonsoir à tous. Bienvenue chez nous. Je suis Vivien Mille, consultant C++ HPC chez Aneo depuis à peu près 1 an et demi. Ce soir, je vais vous parler d'expression template. Alors, première question, qui en a déjà fait? C'est pas mal. Je m'attendais. J'aurais commencé par qui sait ce que c'est. Ouais. Voilà. Du coup, qui sait ce que c'est qu'une expression template? Ah. Très bien. Du coup, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un sujet qu'on a monté avec donc Wilfried Kirchenmann qui est là-bas, Sally, lève la main, voilà, et Damien qui est parti tout à l'heure sur justement les expressions templates. Wilfried avait fait une présentation il y a quelques années maintenant, je pense que c'était la première édition du CPP Frog sur ce sujet-là. Voilà, pour l'instant, il y a aussi peu de personnes qui les utilisent. Donc, mais bon, c'est des cas. Ouais, du coup, j'ai du niveau, quoi. J'ai du challenge, du coup. Du coup, ayant fait le sujet à plusieurs, je laisse Wilfried et Sally intervenir s'il y a besoin pour compléter ou préciser mes propos. Ok. Alors, un petit sommet rapide. On va commencer par voir la différence en fait entre les mathématiques et l'informatique, et surtout essayer d'estimer la frontière et l'impact de cette frontière. Ensuite, on va aller plus en détail sur les DSEL, donc embedded pour intégrer au langage. À partir de ça, on va du coup dérouler, en fait, il y aura un cas d'analyse, et on va dérouler ce cas d'analyse pour, d'un côté, viser la facilité d'utilisation et la maintenabilité, parce que c'est quand même deux choses qui sont assez importantes. Donc on va d'abord construire un arbre syntaxique au runtime, après la compilation, et on verra du coup ce qui est possible de faire, ce qui sera possible de faire avec les prochaines normes du langage. Alors, les maths, je pense que vous en avez tous fait, à peu près. Ça a une syntaxe particulière. Par exemple, les flèches, les opérateurs d'infectation. C'est une syntaxe que quasiment tous les langages informatiques ne peuvent pas reproduire. Il y a quelques exceptions, mais dans l'ensemble, c'est ça. Du coup, pour pouvoir faire des modélisations, donc là par exemple, on a une modélisation plutôt simple qui est AX plus Y. Là-bas, on a une modélisation un peu plus compliquée. En fait, ce qu'on va chercher à produire, c'est réduire le volume de code à écrire et gagner en maintenabilité. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Les premières sont tout ce qui est langage généraliste, type C, en fait, où on va du coup écrire nous-mêmes notre opération. La deuxième, c'est les bibliothèques de fonctions, type que vous allez écrire. Donc en fait, vous allez encapsuler des opérations. C'est-à-dire que l'utilisateur final va appeler une bibliothèque de fonctions, mais il aura d'un côté pu à coder soi-même ses propres expressions, ses propres opérations. Par contre, il va être limité à ce que vous lui proposez comme interface. La troisième option, c'est toutes les bibliothèques externes, type BLAS, qui sont extrêmement optimisées. Ça fait 40 ans qu'on les développe, donc maintenant on commence à arriver vraiment au bout de ce qu'on peut faire. L'inconvénient, c'est que les interfaces ne sont pas extensibles. Par exemple, sur cette colonne-là, il y a une opération BLAS qui est AXPY qui vous fait une somme produit. Pour faire une double somme produit, vous êtes obligé d'appeler consécutivement deux fonctions. Cet appel-là est optimisé. L'ensemble de ces deux appels-là peut ne pas être optimisé. C'est parce que le compilateur peut ne pas voir qu'il y a possibilité de rassembler plusieurs opérations. La quatrième possibilité, c'est tout ce qui est langage dédié, MATLAB, Julia, Co., où en fait là, vous êtes très proche des mathématiques et vous laissez complètement au langage la partie optimisation et implémentation. Donc là, on se rapproche vraiment de ce qui est fait en maths. Par contre, à quelques exceptions près, Julia en fait partie, les performances, c'est plutôt aléatoire. On a du très bon comme on a du très mauvais. La dernière partie, c'est ce qu'on appelle les langages enfouis.
donc le E de DSEL, c'est pour embedded ou enfoui en français. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez décrire une syntaxe, choisir un langage, décrire une syntaxe dans ce langage qui est compatible de ce langage. Et du coup, après, derrière, vous allez pouvoir, les utilisateurs vont écrire, par exemple, dans le cas présent, du C++ sans s'en rendre compte. Ça va vous produire un arbre syntaxique qui est compatible du C++. La principale raison de ces... oui, On va poser des questions maintenant ou à la fin? vas-y. Où est-ce que tu mets Allied? Je sais pas si tu connais Du tout. Allied. C'est en gros un DSL aussi qui sépare la formule que tu cherches à exécuter, donc le YI égale AXI plus B est dit, et le scheduling de ces opérations. Donc tu as vraiment deux parties, une partie définition de ton opération, et ensuite le scheduling que tu peux jouer, que tu peux changer à souhait pour faire du timing, de la vectorisation, de la parallélisation, etc. Eh ben, pour moi, c'est un langage en flux. C'est un langage en flux, ouais. Avec le scheduling est explicite, ouais. Contrairement à Blitz où il faut que ce soit bien codé dans Blitz. Il faut que ça soit bien codé dans Blitz, ouais. Ouais, ce sera un autre axe d'analyse. Là, on est les différentes lignes correspondent à différents niveaux d'abstraction, mais sur des opérations qui sont finalement très simples. Et dès qu'on complétifie, en fait, on a plein d'intermédiaires qui vont se mettre, et on a plein d'autres axes d'analyse qui peuvent apparaître. Là, par exemple, on ne parle pas de tout ce qui va être approche permettant de faire ce calcul-là de façon distribuée, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment faut le voir vraiment comme une vision simple et très, voilà, vraiment très simple et très basique comme description, juste pour présenter les concepts. Donc, la partie suivante, on a vu qu'il y avait à cet endroit-là, c'est du code, c'est C++ d'un langage valide. C'est un code informatique qu'on peut utiliser. Dans l'introduction, on parlait d'un langage mathématique. Les langages mathématiques, ils ont une syntaxe particulière. Donc on peut en partie transposer dans certains langages. Par exemple, les 4 premiers, donc les 5 premiers, les appels de fonction, toutes les opérations simples ont leur équivalent dans quasiment tous les langages. Dès qu'on commence à avoir des opérations un peu plus compliquées, type produit scalaire, en fait, on va être capable de proposer une alternative à la notation, mais dans tous les cas, ça ne sera pas la notation mathématique. Donc produit scalaire, affectation, c'est valable. Et après, on a quand même une alternative. Et après, on a des cas extrêmes qui sont les accès sur un tableau, où dans une formule mathématique, vous avez des indices. En informatique, vous êtes obligé d'avoir des index. Vous êtes obligé d'accéder à votre tableau. Donc, on a vraiment besoin de créer une nouvelle syntaxe qui est proche des mathématiques, qui est facile à comprendre pour les mathématiciens, mais qui va nous permettre de pouvoir exploiter au maximum nos machines. Donc le cas d'étude qu'on a pris, c'est quelque chose qui est assez simple. Donc on a une opération vectorielle, ici, qu'on met au carré, et après on fait la somme de tous ces termes-là. D'ailleurs, je me suis un peu loupé, c'est la somme des carrés. Non, c'est ça, c'est bon. Voilà. Donc, le code qu'on désire, en fait, le but, c'est de simplifier la vie de l'utilisateur. Les utilisateurs, c'est des mathématiciens, des physiciens. Ce n'est pas forcément des personnes qui ont les compétences informatiques très avancées. Donc, ils veulent quelque chose. Ce qui va les intéresser, eux, c'est d'avoir quelque chose qui est facile à manipuler, qui leur parle et qui n'est pas très éloigné des concepts mathématiques. Par exemple, écrire ce genre de choses-là, ça leur va. C'est la somme des carrés. Voilà. Ils définissent leur tableau au-dessus et après, ils codent leur équation. Voilà. Pour avoir une idée des performances, on a fait une boucle en C, qui est en bas, qui nous permet d'avoir des comparatifs sur l'ensemble, qui va nous servir de comparatif pour les performances. À l'heure actuelle, je pense qu'en informatique, c'est compliqué de faire mieux que ça. Les compilateurs sont extrêmement à l'aise pour optimiser ça. Ils sont tellement à l'aise qu'en fait, si vous tapez ça ou ça, Clang,
et GCC 9 vous trouve le résultat à la compilation. Voilà. Et donc, les sommes de carrés à la compilation, Clang, il vous sort, c'est telle valeur. Donc, du coup, on a été obligé de modifier un peu les k-tests, d'introduire un peu d'aléatoire. Parce que sinon, en fait, on n'avait pas de comparaison possible. Et même en introduisant des nombres aléatoires, enfin de l'aléatoire ou tout du moins des nombres définis au runtime, les compilateurs sont plutôt balèzes et sont capables de vous calculer des termes intermédiaires. Tout ce qui peut être fait à la compilation sera fait. Donc vous allez avoir un data qui va être plus important. Par contre, vous allez avoir des volumes de calcul qui vont être inférieurs. Et donc des multiplications par des coefficients NCO. Donc on a du coup légèrement modifié le code de référence. Du coup, la première idée qu'on a, c'est, là on travaille sur des vecteurs. C'est quelque chose qui est plutôt simple. Donc, qui dit vecteur dit souvent vectorisation. Donc on va chercher en fait à avoir plusieurs traitements en parallèle. Pour avoir plusieurs traitements en parallèle, il va falloir optimiser notre code. Première solution qu'on a, c'est de définir l'arbre syntaxique au runtime. Parce que c'est quelque chose que naturellement on va avoir tendance à faire. Donc comment on définit un arbre syntaxique au runtime? On va avoir une classe de base qui va comporter les opérateurs qui nous intéressent, qu'on va implémenter. Donc on a la soustraction, enfin l'opérateur unaire de négation, l'addition et je ne sais plus où est la multiplication. Là. Donc une multiplication par un scalaire. Le carré et la somme. On a fait le choix d'implémenter le carré et la somme comme fonction libre par convention. Je dirais, vous pouvez très bien les mettre comme fonction membre, c'est juste qu'au lieu de faire somme votre expression, vous ferez votre expression.somme. Voilà. C'est vraiment au choix de l'utilisateur. Et là, on commence à se rapprocher des choses qui sont assez importantes. Parce que si vous faites .somme, il y a des gens qui vont être perdus. Il y a des mathématiciens qui ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que vous ne faites pas un appel de fonction. Ça, c'est des choses qui sont, quand vous définissez votre DSEL, c'est des choses qui sont assez importantes à prendre en compte. C'est à qui s'adresse votre DSEL. Donc, le code qui est produit, donc on retrouve notre petite équation. Le code qui est produit, en fait, sur l'expression, il ressemble à ça. On a une première fois la négation du vecteur, une deuxième assignation à l'application d'un coefficient A, la somme des deux premiers vecteurs, l'application du coefficient B sur Z, la somme des deuxième et troisième vecteurs, la puissance, la mise au carré des termes, et la somme des carrés. Ça nous fait énormément d'accès mémoire. Parce que du coup, en fait, à chaque opération, on reconstruit le vecteur. On a vraiment, ça fait comme si on traitait séquentiellement l'ensemble des opérations. Ce qui, du coup, impose énormément d'accès en cache et des performances, bof, au mieux. Donc ça a été testé. Donc les graphes, merci Quickbench, les graphes sont avec des conteneurs dynamiques. Donc avec un vecteur, avec un valeuré. Avec un conteneur statique, on est plus proche d'un facteur 50. Mais mine de rien, on a quand même un facteur 50 d'écart par rapport à du C. Quel niveau d'optimisation? Au 3. Au 3 dans tous les cas. Et si j'ai un peu de temps, j'y reviendrai peut-être après, mais il y a des gros écarts. On a des très gros écarts sur ces sujets-là. Donc, la somme, en fait, dans l'expression, c'est ce qu'on appelle un évaluateur. C'est-à-dire que quand vous allez appeler l'opérateur somme, ou la fonction somme, vous allez évaluer l'ensemble de votre expression. Avant, vous ne l'évaluez pas. Ce qui est intéressant, parce que tant que vous n'en avez pas besoin, vous ne la calculez pas. Par contre, la somme, du coup, c'est ça, ouais, c'est ça. Hop. La somme, du coup, elle attend un vecteur. C'est-à-dire quelque chose que vous avez défini, ce qui du coup vous empêche de pouvoir définir une fonction somme, template ou une macro qui va permettre de faire la somme sur l'ensemble de faire un peu de programmation générique et de faire la somme sur l'ensemble des conteneurs que vous passez. Pour faire cette somme-là, on a deux contraintes. On a besoin d'avoir un accès indicé, donc l'opérateur crochet, et une taille. Donc ça veut dire que déjà, quand on veut faire des opérations somme toute simples,
on va déjà avoir des contraintes sur ces trucs-là. Comment on impose des contraintes? Première idée qu'on a, bah en fait, on définit une interface commune. Vector Expression. Vector Expression a une base, donc c'est une base toute simple, une base entièrement pure, où on a l'opérateur crochet, la fonction membre.size. Et à partir de cette base-là, bah en fait, on va définir plusieurs expressions, parce que ce qui va nous intéresser, c'est de créer des expressions, de créer des opérations, mais de ne pas les évaluer tout de suite. Donc on va toujours vouloir vraiment reconstruire notre arbre syntaxique à la volée. Donc on va créer une expression add, une expression scale qui va nous permettre d'appliquer un coefficient, une expression square qui va nous permettre de trouver le carré, et bah, le vecteur qui va nous permettre de stocker nos données. D'accord, je peux me décaler, c'est ça que tu es en train de me dire. Merci. Et donc, toujours la même chose, bah, en fait, l'expression somme, c'est comme l'expression somme, donc c'est une réduction, comme l'expression d'affectation, ça va nous permettre de déclencher l'évaluation de l'expression. Avant, tant qu'on n'a pas appelé une de ces fonctions-là, on n'a rien fait. Donc en fait, si vous ne l'utilisez pas, si vous le mettez dans un if, coût 0. Des évaluateurs, il y en a quand même un certain nombre. La somme, le min, le max, toutes les opérations de réduction, tout ce qui va permettre de déclencher l'obtention d'un résultat. Ça peut même être, en fait, le eval peut porter sur une somme et peut porter sur un vecteur complet. Donc du coup, on décide d'implémenter notre base de manière plutôt simple au départ, avec l'opérateur add. Plutôt que d'évaluer entièrement l'opération, ce qui va nous intéresser, c'est de stocker des opérandes, donc d'où les const références. Ça va nous permettre de stocker des opérandes, et, je l'ai oublié de le mettre, l'opérateur crochet, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va appeler, il va renvoyer le membre droit au IM tableau, plus le membre de gauche IM tableau. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas accédé à votre indice, vous n'avez pas fait de calcul. Et quand vous accédez à votre indice, vous faites le calcul à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'on va être en laborieux, en fait, tout le long. Pour être en laborieux, bah, au moment où j'écris mon opération, au moment où le point d'exécution passe l'opération, le plus, bah, il ne faut pas l'exécuter. Donc en fait, on va renvoyer une structure qu'on a définie plus haut, qui, elle, porte l'opération. Le scale, donc la mise à l'échelle, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir deux opérandes de vecteurs, on a une opérande double, une opérande de vecteur. La seule contrainte, c'est de penser que la multiplication est associative, enfin est commutative, merci. Et donc, il faut le faire dans les deux sens. Le carré va nous permettre du coup de produire la fonction, enfin de mettre au carré l'ensemble des termes d'une expression. Donc là, on est sur une expression unaire. C'est toujours le même principe. On évalue, au moment de l'appel de l'opérateur square, eh ben, on n'évalue rien, on crée juste l'expression, et après, quand on en a besoin, on l'évalue. Enfin, la classe vector. Par souci de simplicité, j'ai utilisé un valeur-array, on a utilisé un valeur-array. On peut très bien définir ses propres pointeurs, son span, ce que vous voulez. Tant que vous respectez l'interface qui a été définie plus tôt, Vector Expression, qui contient un accès indicé et une taille. Est-ce qu'il y en a qui voient un problème? Il y a les durées de vie des références en stock qui peut être problématique à l'usage. Ouais, le compilateur il se débrouille, il les enlève. Il arrive à les étendre sans trop de problèmes. Voilà. C'est pas si trivial que ça, on est bien d'accord. Ça peut déjà être un des problèmes. Ouais. Il y a peut-être le vecteur, le virtuel qui empêche l'inlining. C'est même au-delà de ça, le virtuel a un impact énorme sur la compilation, donc empêche l'inlining, et c'est les évaluateurs, comme on disait tout à l'heure, sur les performances.
Voilà. Par rapport à la boucle C, vous avez un facteur 40 à minima. Avec une taille à la compilation, vous descendez à peu près à 30. Pour donner une idée, une fonction virtuelle, c'est un vidage de pipeline et une indirection. Et l'indirection, c'est autant que entre 15 et 25 additions ou 15 ou 25 multiplications. Donc la fonction virtuelle, c'est bien quand on a des fonctions qui ont beaucoup de choses, mais là, un peu. Là, on y appelle énormément. À titre de comparaison, alors ça dépend des compilateurs, ça dépend d'énormément de choses, mais les références qu'on a, c'est à peu près un appel de fonction membre standard, c'est entre 15 et 20 cycles. Un appel de fonction virtuelle, c'est entre 55 et 65 cycles processeur. Ça veut dire qu'une fonction virtuelle, c'est x4 sur le temps d'appel, même pas le temps d'exécution, le temps d'appel. Là où on fait juste une somme, c'est-à-dire que vous tapez 60 cycles pour résoudre votre fonction, un cycle pour faire la somme. C'est dommage. Il dévirtualise pas? Il n'arrive pas à dévirtualiser? Parce que tu as une fonction base purement virtuelle, ça dépend. Ça dépend des compilateurs. Et c'est pas quelque chose en fait que tu peux garantir, clairement. Sur ces trucs-là, Clang est plutôt doué. GCC est un peu moins doué. MSVC est clairement à la bourre. Au final, ça aide ou ça et mettre final? Non. Tu peux pas. Et alors, le problème de Final, c'est que du coup, si toi, tu as besoin de surdériver ton opération, parce que tu veux implémenter tu veux faire tes accès différents, tu veux faire une multiplication différente, tu es bloqué. Donc, effectivement, le gain que tu vas avoir en perf, si tu en as un, franchement, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais je pense qu'il faudrait évaluer, tu vas le perdre en maintenabilité. En fait, le but de construire un arbre syntaxique, c'est de gagner sur les deux tableaux. C'est-à-dire que vous allez gagner sur la partie utilisation de votre bibliothèque et vous allez gagner sur la partie maintenabilité, parce que ça va être facile à utiliser et plutôt facile à maintenir et à étendre. Donc pour reprendre le même principe qu'avant, le code équivalent, il est ici. Donc là, l'avantage, c'est qu'on n'a bien qu'une boucle. Par contre, on a au minimum, il faudrait que je recompte, 7 appels de fonctions virtuelles. Donc sachant que c'est x4, à peu près, entre x3 et x4, les temps nécessaires pour appeler une fonction membre virtuelle, voilà, ça donne ça. Du coup, on se dit, pourquoi est-ce que je ne construirais pas mon arbre à la compilation? C'est-à-dire que si je reprends mon expression, cette expression-là, à la compilation, je sais à quoi elle va ressembler. Je sais quelles sont mes opérandes, je sais quelles sont les opérations à appliquer. Donc, plutôt que de le faire au runtime, on peut le faire à la compilation. Il y a plusieurs principes pour le faire à la compilation. Ici, je vais vous montrer qu'avec un CRTP. Et je sais que, notamment Serge et Joël, ils sont plutôt au taquet sur la partie visiteur. Donc voilà, c'est une des possibilités. C'est volontaire, parce que derrière, on va introduire les concepts. Et c'est aussi pour montrer que si on a fait le choix d'utiliser CRTP, c'est assez simple de passer sur des concepts. Qui sait ce que c'est qu'un CRTP? Qui l'utilise régulièrement? C'est pas mal. Régulièrement, c'est pas tous les 10 ans, c'est ça? On va dire qu'il l'utilise plus d'une fois par semaine. Le CRTP, c'est un principe qui est plutôt ancien, si je m'en souviens, 95, 96. 22... Ouais, on va voir. Qui s'appelle c'est une des manières de faire du polymorphisme statique. C'est-à-dire que vous allez définir une classe template de base, une base qui va vous permettre de créer, en fait, d'être certain que votre dérivé est du type que vous attendez, pour la bonne et simple raison qu'en fait, vous lui passez le type de la dérivée. Ça a plein d'avantages, ça a quelques inconvénients. Le premier étant que
à cet endroit-là, T, dans l'ensemble de cette classe-là, T est un type incomplet. Vous ne pouvez pas créer un objet de type T. Voilà. Vous pouvez prendre une référence, vous pouvez prendre un pointeur dessus, pas de problème. Par contre, vous allez être embêté là-dessus. L'intérêt, c'est que quand vous allez appeler, du coup, vous allez déclarer, quand vous déclarez un objet de type foo et que vous allez appeler bar, la première chose, dans le suivi dans le suivi d'exécution, en fait, on va remonter. On va remonter. Il va appeler du coup l'ensemble de, il va se caster lui-même en tant que type T que vous lui avez passé, et il va appeler la fonction bar. Tous les compilateurs l'inline. C'est un cycle. Enfin, 15, mais c'est un seul appel. Donc on se dit, on va reprendre l'interface qu'on a définie plus haut sur la vector expression, et puis on va partir du même principe. On ne veut pas de virtuel. OK, dans ce cas-là, on définit une vector expression qui a un opérateur crochet, un opérateur size. Pour simplifier la syntaxe, on définit un opérateur self. En vrai, il y a deux versions de l'opérateur self. Il y en a une qui est const et pas l'autre. Et vous allez, qui elle se charge du cast. Et vous allez appeler en fait le self, qui va du coup qui va vous retourner une référence sur l'objet dérivé, entre guillemets. Et du coup, vous allez avoir accès directement à ça. Directement à position, à size. Le tout à la compilation. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que vous allez du coup pouvoir implémenter votre base sans virtuel, sans aucun appel virtuel. Et le code change quasiment pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'hériter d'une base complète, vous allez hériter d'une base template, que vous paramétrez par votre propre type, donc le A template E1, E2, et sinon, tout le reste du code est identique. Donc vous avez enlevé le virtuel, juste rajouté un héritage, enfin une forme d'héritage un peu différente, et vous avez gagné tout, parce que là, votre arbre, ce qui est votre arbre syntaxique avant était résolu au run, maintenant il est résolu à la compilation. Donc le add, le scale, toujours pareil, faire la commutativité de l'opérateur étoile. Le square, c'est pareil. Et du coup, à la fin, on a quand même besoin d'avoir un vecteur, on a quand même besoin d'avoir notre structure de données sur laquelle on va travailler, donc qui implémente, toujours pareil, le vector expression, qui stocke, elle, ces données, et va servir d'opérande. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Toujours la même chose, les évaluateurs, la somme, l'opération d'évaluation. En termes de perfo, est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez des avis, est-ce que vous avez quelque chose? Moi, je pense que ça va être cool. En fait, c'est plus que cool. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est les mauvais cas. Ça, c'est GCC 8. Clang 7, GCC 9, c'est 1. C'est-à-dire que vous écrivez votre boucle C ultra optimisée, vous écrivez votre arbre syntaxique, vous avez le même résultat. Et au-delà, les mêmes performances. Et au-delà des mêmes performances, vous avez le même binaire généré. Donc, alors, en O3, toujours la même question, toujours le même truc. En O2, vous allez avoir un certain nombre de créations de structures temporaires et autres. En O3, le compilateur, il va comprendre, il va se débrouiller pour comprendre qu'il peut en fait tout inliner, tout. Et quand il inline, il lui reste l'expression qu'on a écrite au départ. Ça a quand même pas mal d'avantages. La première étant la simplicité d'écriture du code métier, parce que on garde toujours le même code. C'est-à-dire que les utilisateurs, les physiciens et les mathématiciens, en fait, vont avoir du coup un code plutôt simple à écrire. Vous allez pouvoir paramétrer le code qu'il écrit au sens où vous allez leur apporter votre propre syntaxe. Donc vous allez pouvoir l'adapter à leurs besoins.
ça qui est quand même plutôt intéressant. Des performances qui sont dignes du C, à minima, quand le compilateur le veut bien. Et vous allez pouvoir du coup très simplement rajouter des opérations. Parce qu'en fait, vous voulez rajouter l'opération moins unaire, donc je fais moins mon vecteur, c'est juste un scale de -1. Voilà. Vous allez pouvoir créer en fait toute votre arbre de classes comme ça, assez facilement. Vous avez juste une classe à créer, l'opérateur, qui est un helper en fait, qui va vous permettre de l'instancier. Il y a quand même 2 inconvénients qui sont assez marquants. Le premier, c'est que vous êtes obligé de définir vos propres types. Là, on a défini vecteur, parce que en fait, vous avez obligation que le type qui est passé en paramètre respecte le vector expression. Donc vous allez du coup soit créer vos propres types, soit les wrapper des existants. Ça peut être bien, sauf que quand vous avez à wrapper boost, voilà, ça peut être problématique. Le deuxième point qui est problématique, c'est les évaluateurs. En fait, du coup, les opérations sont devenues simples. Par contre, les évaluateurs, toute la complexité est passée dans les évaluateurs. Parce que vous allez avoir besoin, c'est les fonctions d'évaluation qui vont reconstruire l'arbre. Vous voulez rajouter de la vectorisation, du multithreading, de la distribution, faire appel à OpenMP, à CUDA, machin, vous recodez vos évaluateurs. Tous vos évaluateurs. Ça peut, donc, soit on le prévoit dès le départ avec du template, et du coup vous allez spécialiser comme vous avez besoin. Par contre, vous allez du coup complexifier l'appel du code métier. C'est-à-dire que vous allez, au lieu de faire genre juste somme de mon truc, vous allez être somme, je passe mon contexte, du genre calcul sur x86 ou calcul sur CUDA, du reste. Voilà, ça c'est des points qui sont purement de la maintenabilité. Oui. Des inconvénients aussi, je dirais quand même, il y a les temps de compression. Voilà, vous l'avez tout calculé avec une seule expression, mais quand on commence à avoir beaucoup d'expressions, ça va être déjà Ça pique, ouais. Même s'il y a eu des grands mieux, clairement, par rapport aux expressions de base, je pense que votre temps de compilation, il est x2, x3 à minima. Voire quand vous commencez à avoir des arbres très complexes, du genre de 250, 300 opérandes, là, c'est plutôt en minutes que ça se compte. Et puis ressources système allouées. C'est ça. Une sacrée machine pour l'accepter. C'est ça. Pour le faire manger. C'est un des problèmes. Par contre, je dirais tout ce que vous déportez à la compilation, vous l'avez run. Mais par contre, du coup, ça demande ça demande des ressources beaucoup plus importantes justement pour arriver à recréer ces arbres-là. Il y a un autre inconvénient effectivement qu'on a oublié de lister, tel que c'est fait là, sans rajouter d'autres éléments de protection entre guillemets, c'est les messages d'erreur. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, je l'ai marqué dans la suite, mais pas. Et que vous avez des fonctions qui appartiennent à ce type-là et qui prennent plusieurs arguments de ce type-là, voire de types différents, ça devient compliqué. Mais on peut s'en protéger, il y a des approches. Ça peut aussi accessoirement faire planter les compilateurs, par expérience. Du coup, C++ 20 arrive. Là, ça y est, c'est sûr et certain. Ça a été officiellement tamponné depuis déjà, c'est Rasperville, je crois, les concepts. Voire peut-être même avant. Je sais plus, je crois qu'il y a un truc officiel à Rappersville. Voilà. Et du coup, les range après, dans la suite. Oui, là, c'est la simplification d'écriture qui a été approuvée. Un concept, c'est quoi? Un concept, c'est plein de manières de le voir. Dans le cas présent, nous, on va le voir comme une contrainte, une indication sur un type. À titre d'exemple, alors, tous les codes qui sont à partir de maintenant ont été faits avec GCC, 6 ou 7, je crois, parce que c'est le seul qui implémente les concepts TS. Donc,
les codes que vous allez voir là en plus ne sont pas valides en C++20. Ça sert vraiment d'illustration. La syntaxe est un peu différente, le bool disparaît. Il y a 2-3 autres choses qui changent. Mais dans l'ensemble, les concepts sont assez proches, enfin au moins là dans ce que je vais vous montrer, c'est assez proche de ce qui a été accepté en 20. Donc un concept, c'est quoi? C'est une contrainte de type. Par exemple, si on cache ça, on va créer un concept qui s'appelle dérivée 1 qui attend, le t, on veut absolument qu'il ait une fonction var, une fonction membre var. Pour ça, on va créer en fait, on va appeler le mot-clé requires, lui demander un t, lui demander en fait un objet instancié, c'est-à-dire que vous pouvez le faire de là, vous pouvez mettre t, chevron, chevron, et là l'avantage c'est que ça va vous simplifier la vie sur pas mal de choses. Et derrière, vous allez, donc la partie intérieure, ça fait comme si c'était du code qui était exécuté au runtime, sauf qu'il est vraiment exécuté à la compilation, voire même pas exécuté du tout. Et vous allez encadrer d'accolades pour dire je désire tester cette valeur-là, tester cette expression-là. Vous pouvez tester sur les membres, vous pouvez tester sur les types internes, vous pouvez tester sur plein de choses. C'est des choses qui, en fait, avant 20, on fait ça pas mal sur du sFinae avec du enable if. Donc ça va vous permettre en fait, de créer des contraintes sur les types et d'être sûr et certain que le type que vous passez va correspondre à ce que vous attendez. La seule contrainte, c'est que quand vous créez une hiérarchie de concepts, quand vous voulez contraindre une fonction, en fait, vous êtes forcément sur un concept de base. C'est-à-dire que je ne peux pas écrire une fonction avec template typename et après chercher à appliquer un concept sur cette chose-là. Vous devez forcément avoir un concept de base. D'où le fait qu'on ait une base. Donc on crée un concept de base qu'on raffine, c'est-à-dire que tout ce qui est dérivé 1 respecte le concept base, et après, on vient spécifier encore, on va encore raffiner. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... C'est bon? Donc, comme on le voit ici, le mot-clé typename disparaît. Et on s'attend à ce que T respecte ces bases. Ces bases, en fait, tous les types le respectent. Mais ça va nous permettre derrière de faire de la spécialisation partielle. Si vous mettez typename là, les exemples qui suivent ne marcheront pas. Alors, c'est avec les concepts ETS. Je n'ai pas fini de potasser la proposition de 20, mais de ce que j'ai compris, c'est la même chose. Donc on a créé un wrapper. Un wrapper qui est une classe vide, qui va nous permettre de pouvoir justement, ce qu'on va chercher à faire, c'est wrapper, donc appeler de la même manière quelque chose qui respecte dérivé 1 et quelque chose qui respecte dérivé 2. Donc ça veut dire on va vouloir appeler de la même manière un truc qui est une fonction var1 et un truc qui est une fonction membre var2. Pour faire simple, pour faire ça, on va du coup partiellement spécialiser notre wrapper. Le wrapper, du coup, en indiquant à la place du typename le concept qu'on attend, ça va nous permettre de filtrer sur ce type-là. Donc si on crée une première fois avec dérivé 1, dérivé 2, donc là on a vraiment deux wrappers de manière, on le verra après, automatique. Je crée deux classes dérivé 1, dérivé 2 qui ont var1, var2 respectivement, donc en fait qui n'ont aucun lien entre elles, qui peuvent être de la même bibliothèque, mais qui peuvent venir de bibliothèques complètement différentes. Et je les appelle de la même manière, automatiquement. Ouais. Ces deux concepts-là, ils n'étaient pas du tout exclusifs. Oui. Si j'ai var1 et var2 sur... Il va normalement taper sur base et du coup te jeter. Parce que si tu fais un display, t'as pas ton membre. Donc normalement, en fait, il doit dire. Alors, ça fait partie des choses.
voilà, soit c'est ambigu, soit il va taper là-dessus. Ça, j'ai pas réussi à comprendre quel était le principe sur 20. Sur les concepts ETS, ça dit c'est ambigu. Il y a un lien entre les noms des c'est uniquement le fait que le struct respecte la contrainte qui fait qu'on considère qu'il respecte le concept. Exactement. Il doit y avoir la combinatoire derrière pour les autres. Un peu. Ça marche que si tu fonction une signature. var1 et var2, dans ton exemple. Dans mon exemple, oui. Si je voulais avoir var2 double, bah, il faudrait que du coup, cette structure-là présente double derrière. Et si jamais j'écris ça, là, ça va dire, du coup, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que là, le message d'erreur, c'est la classe dérivée2 ne respecte pas le concept. Oups là, pardon. Non, voilà, c'est base ou c'est dérive de 2. Donc ça veut dire que alors avant vous avez des messages d'erreur un peu infâmes avec des chevrons dans tous les sens. Là, le message d'erreur sous GCC, c'est il y a un défaut. Le défaut, c'est telle structure, enfin telle classe doit respecter tel concept. Du coup, ça permet quand même de faire un paquet de trucs. Hein. C'est-à-dire que ça a quand même un certain nombre de métaprogrammations qui, du coup, va passer à la trappe. Alors, il va toujours y en avoir, mais par contre, sur la partie, tout ce qui est, enfin, une bonne partie de SFINAE, en fait, est appliquée automatiquement. Donc, tout ce qui est enable if, enco, poubelle. Ça a plusieurs intérêts. Le premier étant que vous pouvez spécialiser partiellement. En fait, ça revient à faire, entre guillemets, de la spécialisation partielle, y compris sur les fonctions. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas. Donc en fait, il y a quand même un paquet d'endroits où on crée des classes templates avec des fonctions statiques. Là, du coup, votre classe se dégage. Vous avez juste votre fonction qui est template et que vous spécialisez en fonction de votre besoin. Ça ressemble à quoi une fonction spécialisée avec un concept? Bah en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que tu vas avoir typename, chevron, le nom de ton concept, T. Et à partir du moment où tu as... C'est appliqué sur les arguments c'est plus le concept appliqué sur les arguments de la fonction ou sur la valeur de... Les deux. On va le voir après, il y a des exemples, il n'y a pas de fonction, mais c'est le même principe en fait. Okay. Une deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que vous pouvez facilement moquer en fait vos types, parce que vous dites juste, je sais qu'ils respectent tel concept. Point. Vous n'avez pas à chercher plus loin, vous n'avez pas à créer du code supplémentaire pour arriver à ça. La troisième chose, bah, c'est ce qui est marqué là, hein, c'est ce qui est là, c'est vraiment l'automatisation de wrapper. Là, du coup, on va voir après, que vous utilisiez un vecteur de la STD, que vous utilisiez un vecteur de je ne sais pas quoi, si votre fonction dit c'est un concept vecteur, donc j'ai besoin de l'opérateur crochet et de l'opérateur point-size, ça va marcher. Avant, ça pouvait marcher, mais quand ça ne marchait pas, c'était compliqué à décoder. Il y a une intégration dans le if const expert. Oui. Oui. Donc c'est-à-dire que là, donc, effectivement, soit tu peux spécialiser, je dirais, en haut, soit tu fais un if const expert et tu passes tes concepts. C'est, je dirais, à toi de le voir. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser dans notre cas présent, c'est ce qu'on va chercher en fait à supprimer, c'est vector expression. Vector expression, ça a quoi? Ça a deux intérêts. C'est l'opérateur d'accès, donc crochet, qui est spécifié là, et l'opérateur de quoi calculer une taille. Si on fait point size, si on cherche à avoir point size, on risque de se limiter sur, par exemple, si vous utilisez une bibliothèque qui utilise un point length. Voilà. Donc voilà, on verra après pourquoi ça a été fait comme ça.
Et du coup, un vectorable, donc c'est quelque chose qui est assimilable à un vecteur, bah en fait, c'est juste une combinaison de concepts. Comme on le voit là, la fonction, là, à l'heure actuelle, le std vecteur ne respecte pas le deuxième concept, pour l'instant. Si j'ai bon souvenir, size, ça a été généralisé. La fonction size, ça a été généralisé en 17 ? Je ne sais plus. Ouais. Parce qu'il y avait une proposition sur ces sujets-là, et je pensais que ça avait été appliqué. En 17 ou en 20, il y a eu quelque chose comme ça. D'accord. C'est sûr qu'il y a un proposal, mais Hmm. tu vois, il ne pas. Bah, c'est fait après. Je sais qu'il y avait eu un truc sur les linéaires et il y avait eu un truc sur size, mais je crois qu'il est arrivé après. Size, c'est pas présent dans le ouais, je crois que c'est. Il doit être encore en train de se battre pour savoir si c'est un unsigned ou pas. Donc du coup, maintenant qu'on a notre belle boîte à outils de concept, qu'on peut faire des spécialisations partielles, qu'on cherche à avoir une fonction libre size, bah, on a vu au départ qu'on pouvait faire des wrappers facilement. Bah, comment on fait ? Bah, en fait, on décrit un concept supplémentaire qui est sizeMember, donc qui répond en fait au fait de dire que une structure a un opérateur size, enfin une fonction membre size, donc on va du coup créer quelque chose en plus, créer un concept supplémentaire et créer une petite fonction toute simple qui nous permet de filtrer en disant si mon T, donc mon type là, a un sizeMember, eh ben je crée la fonction libre size qui l'appelle. Voilà, là vous avez wrappé tout ce qui appelle size. Tout ce qui a une fonction membre size, derrière vous faites size de votre structure, vous avez la valeur. Inliné. En plus. Donc coût runtime, 0. Donc ça permet de vraiment généraliser des wrappers. Du coup, ce que vous allez chercher à faire dans une bibliothèque, à l'interface de votre bibliothèque, c'est plus spécifier une interface, c'est vraiment spécifier un concept. La différence, c'est que le concept n'est pas implémenté. Vraiment, c'est une contrainte à la compilation. Si ça ne respecte pas la compilation, ça va vous jeter. Si ça respecte, eh ben, ça va passer. Du coup, pourquoi est-ce qu'on est parti tout à l'heure ? Donc, pour revenir aux expressions template, parce que c'est quand même là, c'était là notre point de départ, qu'est-ce que ça va changer sur les expressions template ? Ben, en fait, si on l'a fait à partir de CRTP, pas grand-chose. Vous allez simplement supprimer le pseudo-héritage du CRTP. Voilà. Et remplacer les type names par le concept que vous attendez. Éventuellement, adapter un peu, c'est-à-dire que là, plutôt que d'avoir un point size, bah, vous allez faire appel à la fonction libre size, et c'est tout. Et là, vous pouvez utiliser tout ce qui implémente l'opérateur crochet, la fonction libre size ou la fonction membre size. Gratos. Donc en code final, ça donne ça. Ce qui est plutôt lisible, au sens où avant, avec le SFINAE, vous étiez obligé de rajouter des arguments, templates, des machins, tout comme ça. Là, vous spécifiez juste un concept. D'ailleurs, c'est cVectorable, je me suis loupé. Je sais plus. Donc on fait ça pour... En fait, on va reprendre tous les codes, tout le add, le square, le scale and co. On va les reprendre et les adapter. Donc, le add, le scale, qui renvoie tout pareil. Ça va nous permettre aussi une chose qui est assez intéressante. Forward expression. Avant, ça pouvait ne pas marcher. Ça pouvait marcher comme ça pouvait ne pas marcher. Là, du coup, vous pouvez avoir accès à enfin, perfect forwarding, vous pouvez avoir accès à ça. Perfect forwarding, le concept. C'est pas une erreur de référence. Non. C'est ça. En fait, là, faut voir vraiment ça comme une spécialisation partielle. Et si avec un défaut qui est SFINAE.
Si vous ne respectez pas le concept vectorable quand vous appelez cette fonction-là, à la compilation, ça va vous arrêter. Mais par contre, derrière ce que vous obtenez, le type est template. Donc, du coup, ça permet quand même de pas mal travailler. Ça vous permet derrière de pouvoir faire du if const expert à l'intérieur, de pouvoir raffiner s'il y a besoin pour adapter à votre demande. Comment ça se passe les concepts avec l'héritage? Parce que le CFTP, c'est toujours très compliqué. Là, est-ce qu'il y a des contraintes ou Non, il n'y a pas de. Sauf si vous spécifiez que vous créez un concept qui dit je veux absolument que ma classe dérivée hérite de telle base. Sinon, il n'y a pas de contrainte en fait. Il y a beaucoup. Je sais que j'ai rapidement fait un passage sur les codes que j'ai développés chez un client. Il y a beaucoup d'héritage qui disparaît avec ça. Alors vous allez ramasser une grosse part de votre code vers du point H, mais par contre, il y a beaucoup d'héritage qui disparaît. Et du coup, il y a beaucoup de virtuels qui disparaissent. Par contre, ça a quand même un petit défaut qui est à retravailler, qui a plusieurs possibilités. C'est quand vous allez évaluer, en fait, vous ne savez pas quelle est l'expression. Enfin, vous connaissez votre expression. Par contre, vous allez avoir. Donc, soit vous le faites comme là, c'est-à-dire que vous passez le type en disant rends-moi mon expression sous telle forme. Soit vous allez avoir besoin d'aller du coup dépiler, de stocker quelque part quelles sont vos entrées. L'expression qu'on a vue tout au départ, du coup, marche avec les vecteurs, avec les arrays et tout ça. Si vous faites une combinatoire, ça va être un peu à vous de vous débrouiller. Le plus simple étant de dire, quand je fais mon évaluation, tu me rends un vecteur de double, par exemple. Et si ça respecte ce truc-là, ce que vous vous attendez quand même à avoir vectorable, ça va vous rendre un vecteur de double. Vous appelez la même expression en disant rends-moi un stud array, ça va marcher. Quel est l'intérêt? Le gros intérêt, en fait, c'est que, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez avoir beaucoup de contraintes, beaucoup de concepts, beaucoup d'interfaces qui va disparaître. Parce qu'en fait, ce que vous allez chercher, quand les utilisateurs vont vouloir utiliser votre bibliothèque, votre CRT, votre DSLA & Co, vous allez du coup réduire non plus à implémenter une interface, vous allez réduire à je veux un concept. Vous allez définir un concept. Là où avant, entre le code utilisateur et le kernel de calcul, la bande tampon, c'était la structure de données. C'est-à-dire que pour avoir le meilleur des deux mondes entre la facilité d'écriture par l'utilisateur et la possibilité d'optimiser le code, vous étiez obligé de définir vos structures de données. Vous vouliez rajouter une structure de données, vous étiez obligé de le faire partout, de spécifier, machin. Vous voulez rajouter une nouvelle bibliothèque, c'est pareil. Les concepts, vous définissez juste des concepts. Le concept, c'est vraiment... Alors, la manière dont c'est utilisé, là, c'est une contrainte sur un type. C'est tout ce que vous avez besoin. Et à partir du moment où vous utilisez une fonction d'une bibliothèque qui a un concept, qui nécessite un concept, si la structure que vous passez ne correspond pas, ça va vous jeter à la compilation, sinon ça va marcher. Donc ça permet de réduire énormément l'adhérence entre les briques logicielles. Parce que du coup, ce que vous allez partager, c'est probablement des concepts. Et plus des interfaces, plus des points H & Co. Ça se rapproche fortement de l'héritage par prototype, en fait. Et ensuite, parce que là, on sait que les concepts, ça a été accepté en vain, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ou est-ce qu'on peut aller encore plus loin que ça? Parce qu'on a quand même besoin de wrapper nos fonctions. Oui. La compilation, les concepts disparaissent. Non, mais en temps de compil. C'est compliqué à savoir parce que à l'heure actuelle, le seul compilateur qui les implémente, c'est GCC. Et il y a quand même pas mal de bugs. Donc sur les déductions de type, ça marche pas tout le temps. Des fois, il faut quand même un peu l'aider. Sur les temps de compilation, on est en dessous du CRTP. Sur les essais que moi j'ai faits, on est en dessous. On est au-dessus des boucles simples, mais on est quand même en dessous du CRTP. Ce qu'il faut voir, c'est que le temps de compil, c'est la principale raison pour laquelle on n'a pas eu les concepts en
chaud, ils étaient prêts à sortir. Il y avait plusieurs propositions, enfin il n'y avait plus qu'à se mettre d'accord, mais ils étaient tous d'accord sur le fait que c'était beaucoup trop long. Et je crois qu'il manquait beaucoup dans enfin voilà, le moindre exemple, c'était tout de suite de l'ordre de plusieurs minutes de compilation pour faire des trucs plus simples que ce qu'on a vu là. Il y a un autre intérêt au concept qu'on n'a pas évoqué, tu as dit tout à l'heure que ça pouvait permettre de faire des mocks. Je pense qu'on va voir apparaître en C++ des outils qui existent dans d'autres langages, qui est le fait de trouver, de générer des tests automatiquement et de générer automatiquement les cas tests qui permettent de mettre le code en erreur. Et comme ça permet de savoir s'il faut mettre les asserts en face ou s'il faut les traiter correctement. Ça, c'est des choses qu'on a aujourd'hui dans des langages comme le Java ou on peut avoir aussi en .NET. Vraiment, on définit nos cas tests en disant, bah voilà, on est censé avoir telle et telle interface dans le cas de ce langage-là, concept dans notre cas. Et puis là, il y a des choses, des outils qui vont analyser le code et qui vont aller générer des jeux de données en entrée pour essayer de mettre le code en erreur, le test en erreur. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de vraiment robustifier son code en partant de, voilà, j'ai mon test unitaire fonctionnel, j'ai pas envie de me poser la question tout de suite de quels sont tous les cas aux extrémités, tous les cas limites, etc. Et c'est quelque chose qui va tourner dans son coin pendant qu'on est en train de coder, qui va nous les popper, et puis ensuite on n'aura plus qu'à dire ah oui, ça c'est effectivement quelque chose, je veux pas que ça pète, donc je vais devoir le gérer. Et ça, c'est normal que ça pète, et je vais rajouter la start qui va bien au début. Tu voulais dire le require? Non, pas le require, c'est typiquement, tu as quelque chose qui prend un entier en argument, et en fait, toi, tu fais ton hypothèse implicite que ton entier il doit être inférieur à 853, et il va vérifier qu'à 854, ton code il pète. Là, c'est à toi de dire, ok, c'est normal, donc je mets un assert, ou au contraire, ça devrait marcher, et donc là, ça veut dire que c'est un cas test en plus, et qu'il va falloir que je sois capable de le gérer. Et donc, ça te permet de constituer ta base de jeux de données pour tes tests unitaires, pour ta chaîne de validation. Je ne vois pas en quoi les concepts aident ce genre d'outils. Ça aide ce genre d'outils parce que ça permet, aujourd'hui tu peux générer des entrées simples, des entiers, des doubles, des choses comme ça. Dans les autres langages, ils génèrent carrément des objets avec du code derrière. Donc ils vont pouvoir générer le fait, mettons que là il y avait l'hypothèse que, là il y a des hypothèses par exemple sur ce que signifie un sizeable. Le sizeable et l'indexable, ça veut dire que si tu fais crochet avec un i qui est inférieur à la size, ça doit fonctionner. Ça, à aucun moment on l'a vérifié. Logiquement, on devrait avoir un cas test qui correspond et qui dit tous les objets qui sont vectorable, il faut qu'ils vérifient cette propriété-là. Mais qu'on a exprimé nulle part ici. Qu'on ne peut pas exprimer aujourd'hui dans les concepts puisqu'il n'y a pas d'action au niveau des concepts. Par contre, tu peux l'exprimer sous forme de test unitaire. Et dans ta chaîne de build, si tu as quelque chose qui vérifie vectorable, aujourd'hui on n'a pas les outils pour, mais j'imagine que demain on aura les outils qui vont vérifier ce type de choses-là et nous générer tous ces tests unitaires-là. En tout cas, j'attendrai ce type d'outil à partir du moment où on a tout ça. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se dise je peux développer ce type d'outil. Et ça, je pense que ça nous simplifiera quand même pas mal la tâche dans l'écriture de tests unitaires. Du coup, ensuite, on peut faire quoi? En fait, il y a deux parties. Il y a une partie qu'on peut déjà faire à l'heure actuelle, enfin qu'on pourra faire avec C++20, qui est toute la partie lexing. Lexing au sens où vous allez pouvoir travailler directement sur votre arbre syntaxique. Vous allez pouvoir le modifier. Vous allez pouvoir fusionner des opérations. Par exemple, si vous détectez que vous avez AX plus AY, vous allez faire A facteur de X plus Y. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut rajouter que dans les expressions template avec le CRTP on peut faire. Ça demande un peu de bidouille, mais ça se fait. Avec les concepts, ça va être plus simple d'arriver à ce genre de choses-là. Parce que vous allez pouvoir détecter, vous allez pouvoir très bien rajouter un concept qui dit mon concept c'est
j'ai mon expression binaire. Si les références qui sont pointées par les deux sont les mêmes, et que les deux sont des additions, enfin que mon expression binaire est une addition, et que les deux références qui sont pointées sont les mêmes, eh ben, je vais faire genre x2 ou voilà, ce genre de choses-là. On va pouvoir du coup rajouter des concepts qui vont nous permettre de travailler sur, vraiment directement sur l'arbre syntaxique. Et pour aller encore plus loin, si un jour c'est dispo, c'est un des cas d'application qui est assez intéressant pour les métaclasses. Au sens où, à l'heure actuelle, on est quand même encore obligé, même avec les concepts, de créer nos propres wrappers. Donc là, c'est juste size. Quand vous allez avoir une combinatoire de bibliothèques qui va être intégrée, ou qui peut être utilisée avec votre application, vous pouvez avoir un sacré paquet de wrappers à faire. Avec une métaclasse, vous pouvez quasiment automatiser l'ensemble des wrappers. Au sens où ce qui rentre dans votre expression, si elle n'a pas de size, ou si elle a un point length, vous allez pouvoir directement le transformer. Donc en fait, vous allez pouvoir transformer à la compilation tout ce qui rentre chez vous. Et un autre point que Wilfried a un peu évoqué, c'est ce qui a aussi été accepté en vain, c'est les contrats. Les contrats, c'est le assert, ça va permettre de pousser vers la sortie. C'est des préconditions dynamiques, au run sur vos types, sur vos paramètres. Les métaclasses, en théorie, devraient permettre d'ajouter nativement des contrats. Par exemple, là, on n'a pas vérifié que les tailles de deux expressions étaient identiques. Si vous faites une boucle, que vous dépassez sur une des deux, qu'il y a une des deux expressions qui est plus petite que l'autre, vous avez intérêt que la plus petite, ça soit la première pour la deuxième. Parce que sinon, ça va faire mal. Donc voilà, ça permettra de faire automatiquement ce genre de choses-là. Il y a quelque chose qui se rapproche un peu de ça en C#, c'est les extensions de méthodes. Ça permet du coup de rajouter des méthodes en fait, à des objets dans des contextes particuliers. Ça peut être ce genre de choses-là. C'est une des inspirations. Si vous voulez aller voir ce que ça ressemble, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui permettent de limiter encore plus les adhérences entre les modules de code. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. 2 minutes pour la question. Ok. Je viens de vérifier sur C++ on a produit size. Ouais. Tu redéfinis size, whatever le scope, namespace. Lequel est appelé sur le vecteur? C'est une très bonne question. Je vais faire le test. Et Je sais rien. 0 erreur de compilation, 0 warning, non, c'est rien. Ah, mais ils sont implémentés pareil, c'est bon. donc, Et Ah, t'as de la c'est- chance parce qu'ils sont implémentés pareil. Maintenant, ils seraient implémentés différemment. c'est ça. Donc en fait, là, du coup, pour ce genre de concept-là, voilà, il va falloir rajouter le fait de dire que est-ce que par ADL, il y a déjà une fonction size qui existe? Et dans ce cas-là, je la surcharge pas. Donc ça va introduire effectivement d'autres complexités, probablement d'autres undefined behavior, mais bon. Je pense surtout qu'il faut dégager la DL. J'ai deux questions sur la partie expression de template généralement. La première, c'est, je l'ai dit tout d'un coup, parce que t'as pas la première, c'est, ça fait longtemps qu'on en parle, pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi est-ce que toutes les bibliothèques qui étaient à base de ça, elles sont plus ou moins mortes aujourd'hui et que ça n'a pas l'impression d'un truc dynamique et il n'y a pas l'air d'avoir un truc qui est bien standard de fait et que tout le monde utilise partout. Une des raisons, c'est qu'en fait, il y a une bibliothèque qui est un peu bouffée de chez vous, qui s'appelle Eigen. Aujourd'hui, quand tu veux utiliser ce type de... tu veux utiliser typiquement pour de l'algèbre, sauf cas très exceptionnel, je dis pas qu'il n'y en a pas, faut être un peu masochiste pour pas utiliser Eigen. Il y a des exceptions, il y a des choses qu'Eigen ne fait pas, mais je pense qu'une des raisons, c'est qu'il y a effectivement eu pas mal d'investissements en temps et en énergie dans Eigen et que ça a phagocyté pas mal. Pour toi, aujourd'hui, celle qui a gagné, c'est Eigen. Moi, j'aurais tendance à dire que sur ces usages-là, ouais, Eigen a plutôt pas mal gagné.
Eigen, ça te permet aujourd'hui de cibler du CPU, plein de types de CPU différents, c'est vectorisé, ça te cible le GPU. Alors, j'ai pas testé sur GPU, est-ce que ça fonctionne très bien, mais en tout cas, ça a un positionnement tel que c'est Eigen qui est utilisé comme bibliothèque d'algèbre en dessous TensorFlow. Et vu l'argent qu'ils mis à TensorFlow, on peut penser qu'ils ont, si besoin, ils ont mis l'argent en dessous. Une autre raison, c'est que ça reste quand même aujourd'hui fastidieux à mettre en œuvre. Aujourd'hui, il faut avoir de l'énergie à mettre dans sa bibliothèque pour le justifier. Tu as peut-être un regard un peu différent, toi? Ouais, j'ai pas mal travaillé là-dessus et en fait, c'est tellement spécialisé que la plupart des gens ne connaissent pas. Mais par exemple, il y a énormément de physiciens qui commencent à en faire sur tout ce qui est chimie quantique, quand on a des problèmes de tenseurs, en fait. Et ils ont ce qu'ils appellent une notation de Newton, où ils ont des indices type char, en fait. Et maintenant, ils font même des expression templates avec des indices de type char, quoi. Et donc, c'est des domaines tellement spécialisés qu'il n'y a pas... En fait, Eigen et ce qui a été montré là, c'est des problèmes très simples. Et le problème des expression templates en C++, c'est que dès qu'on veut rajouter des fonctions en fait, dans la ST, soit on fait du boost proto, soit de manière simple, il n'y a rien qui existe parce que c'est trop compliqué, quoi. Un autre point que m'avait dit mon encadrant pendant ma thèse, avec qui j'avais pas mal bossé sur ces sujets-là, c'était que pour lui, à partir du moment où on avait réussi à concevoir la bibliothèque d'expression template, finalement, ça demandait à peu près autant d'efforts que d'aller se replonger dans la bibliothèque qui nous intéresse, où il manque telle et telle feature, et d'aller l'adapter, que de réimplémenter la bibliothèque dont on a besoin. Et donc en fait, il y a Eigen qui effectivement est celle qui est partagée et utilisée. Maintenant, je connais plein de codes qui ont leur propre bibliothèque spécifique pour le besoin et qui fait le taf. Mais par contre, il n'y a aucune vocation à être partagée parce qu'elle répond à l'usage du code pour lequel elles sont faites. Donc c'est peut-être aussi une des autres raisons. C'est qu'une fois que, à la fin de l'exposé, globalement, n'importe qui dans cette salle peut écrire une bibliothèque d'expression template pour les expressions vectorielles. Et est-ce qu'on va préférer utiliser une autre bibliothèque que d'avoir le plaisir de dire j'ai fait moi-même? Je pense qu'on vient d'entendre la réponse. On va s'arrêter là. Ouais. Il y aurait clairement moyen de poser plein de questions. Mais j'aimerais bien qu'on finisse pas trop tard et on va passer tout de suite au truc suivant. Si vous avez d'autres questions ou autres, vous n'hésitez pas à vous les poser. Il n'y a pas nos adresses mail, mais on est facilement trouvable. Donc vraiment, n'hésitez pas sur ces sujets-là.